Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, jeudi 19 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Deuxième et dernier jour de la grève des enseignants de l'École nationale de la santé publique NSP d'Amouré Zika de Niamey. Un arrêt de travail pour exiger le paiement d'arrêt de salaire et fustiger la décision d'affectation de certains agents. Le constat avec Asma Ousseidou et Sadou Doumi. Cours désertés, classe fermée, c'est le constat qui se dégage ce jeudi matin à l'École nationale de santé publique de Mourzika, secouée par un mouvement de grève de 2 jours. Plusieurs causes sont à la base de cet arrêt de travail qu'observent les enseignants de cette école, parmi lesquels on peut citer le non-paiement de salaire. Nous ne comprenons pas aujourd'hui, où nous pensons être dans l'excellence, que nous soyons dans un problème de salaire. Voici le point numéro 1. Et ça, c'était un préalable. Nous parlions de retard. Aujourd'hui, nous tirons vers la fin effectivement du mois. Il n'y a pas de salaire. Mais comment ça peut évoluer? Malheureusement, par rapport à ce point-là, il n'y a pratiquement rien eu. Et pourtant, à plus haut niveau, les gens sont conscients des difficultés que nous vivons ici par rapport au management et à la gestion, pour lesquels ils sont toujours informés. Ils ont laissé la situation pourrir jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, à l'NSP ici, nous soyons dans une telle situation d'arriéré de salaire. C'est incompréhensible. Nous ne comprenons pas pourquoi monsieur le ministre attend jusqu'à ce que cela arrive pour pouvoir effectivement à la sauvette, à la va-vite prendre certaines décisions. Pourquoi? On ne comprend pas. L'affectation arbitraire des agents est notre problème de ces enseignants du dit établissement. Par une autre décision, cette fois-ci d'affectation, nous avons constaté que le ministre de la Santé publique a procédé effectivement à de nos affectations de nos camarades. Ces affectations-là, c'est sous forme de sanctions. On est d'accord si eux, ils jugent que par rapport à nos 149 dossiers-là, que ce sont des erreurs. Je vous expliquais par ailleurs que ce ne sont pas des erreurs, c'est tout simplement parce qu'ils sont obnubilés. Parce qu'ils sont obnubilés et aveuglés effectivement par la passion de nuire, pas d'arranger. C'est ce que nous comprenons et c'est comme ça. Ils ont pris la décision d'affecter des camarades. À l'interne, le camarade qui a fait le relevé de notes, il s'est présenté. Il dit vraiment qu'il présente toutes ses excuses. Si c'est considéré une erreur, il reconnaît que c'est une erreur. Il s'en excuse. Son supérieur hiérarchique qui devrait superviser cela, lui aussi il a reconnu à l'interne, c'est connu. S'il faut sanctionner pour la faute commise, sanctionner effectivement les. Et la sanction peut être même prise à l'interne. Et ça le ministre le sait, mais ils ne veulent pas le faire. Pour de multiples raisons de problèmes que nous vivons à l'NSP ici. Nous n'avons pas d'enseignants. Ces enseignants-là, ça fait 30 ans de carrière pour les uns, ici à l'NSP. Et tout de suite, on prend ces gens-là, on les met entre 4 murs. Non, ce n'est pas bon. Ça dégrade l'excellence que nous cherchons ici. Ça dégrade notre label. Et nous ne sommes pas d'accord par rapport à cela. Pointé du doigt par les personnels, le responsable de cette école n'a pas voulu se prononcer. Ainsi, les agents signent et persistent qu'en cas de non-satisfaction de leurs revendications, les mouvements vont continuer et tiennent pour seul responsable la direction générale des conséquences qui adviendraient. Autre secteur, autre mécontent. Dans une correspondance, le ministère des Transports a annoncé la reprise du processus d'octroi des permis de conduire biométriques. Une décision prise unilatérale, déclare le syndicat national du personnel et agents du secteur des transports SYMPAT qui se mobilise pour combattre cette décision. Reportage. Cette correspondance du ministère des Transports qui autorise le redémarrage du processus de l'octroi du permis biométrique est tombée comme un poil dans la soupe des agents du dit ministère qui accusent leurs responsables de violer le protocole d'accord signé avec le syndicat récemment. Ça nous a beaucoup surpris dans la mesure où nous avions procédé à la signature d'un protocole d'accord tout récemment, le 15 août 2019, et qu'au sens de ce protocole d'accord, il est entendu
de créer un comité technique paritaire au sein du ministère des Transports qui prendra en charge toutes les questions relatives au fonctionnement du ministère des Transports et ainsi qu'aux conditions de vie et de travail et de ses fonctionnaires. Mais à notre grande surprise, le communiqué a été délivré comme ça et nos camarades ont été encore réappelés pour qu'ils retournent sur leur poste de travail autrement au niveau de cette société. Et nous, ils nous appellent. C'était la même surprise partout. Vous voyez, au ministère des Transports, chacun se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, cette rupture de dialogue, vraiment cette rupture également d'un climat apaisé, vraiment pour une administration efficace. Et cela a fait en sorte que même le BEN est allé au-delà même de cet écrit qui demande une rencontre avec le secrétaire général pour non seulement savoir ce qui se passe, les motivations réelles de ces communiqués et aussi savoir sur un cas de pèlerinage 2019 dont certains responsables du ministère des Transports ont fait ces déplacements-là et que beaucoup de nos militants nous appellent à tort et à travers pour nous demander mais où est-ce qu'on en est. Ils ont appris des billets d'avion qui reviennent de droit aux agents ou aux cadres ou à certains membres d'une commission pèlerinage et que ça n'a pas été bien fait. Pour le syndicat national du personnel et agents du transport, les conditions ne sont pas réunies pour reprendre la délivrance du permis biométrique sur l'ensemble du territoire national. Dans le communiqué, tout sera centralisé ici à Niamey et dans les autres régions. Nous avons appelé de toutes les régions et pratiquement ces sociétés-là n'ont pas encore jusque-là implanté vraiment ce qu'il faut comme matériel de travaux. Jusque-là, ils ne l'ont pas fait et cela ne peut pas répondre efficacement vraiment à cette prestation publique. Il faut vraiment qu'ils respectent même leur cahier de charges au tout début. Nous avons ce que nous appelons des centres techniques. Et ces centres techniques-là procèdent au processus de délivrance de permis de conduire. Mais avec cette société-là, je vous dis que ces centres techniques-là ne seront pas opérationnels du tout. Pourtant, nous sommes en train de réfléchir, d'élargir ces centres techniques-là, même dans les communes urbaines. Et nous sommes en train de réfléchir parce que la population humaine nigérienne évolue, donc la prestation publique doit aussi évoluer avec elle. Il faut aller vers le peuple, il faut sensibiliser le peuple. À rappel, le mois dernier, ces mêmes agents avaient observé un mouvement de grève pour les mêmes motifs avant de signer un protocole d'accord avec le ministère. C'est l'un des plus grands projets au Niger, le projet pipeline du pétrole dont le président de la République, Issifou Mahamadou, a procédé le mardi dernier à Koulélé, à Gadem, c'est dans la région de Difa, à son lancement. Ce projet contribuera sans nul doute à l'émergence du Niger dans la théorie, mais dans la pratique, ça ne serait pas le cas selon l'économiste Soli Abdoulaye. On l'écoute. Effectivement, tout ce que le président de la République a dit, et c'est des choses qui peuvent bel et bien booster l'économie du Niger et faire du Niger un pays émergent. Du point de vue des statistiques et du point de vue de tout ce qui a été projeté comme quantité à exploiter, comme recette à récolter, comme investissement à faire dans les différents volets sociaux. Donc naturellement, ça ne peut que booster le Niger. Ça, c'est en théorie. Maintenant, la pratique, c'est autre chose. Mais sinon, quand vous prenez ce projet de pipeline, c'est quand même 2000 km de pipeline à réaliser. Il n'y a pas sondé en Afrique. 4000 milliards à réaliser entre 2019 et 2021. Vous voyez, en termes d'investissement. Donc, déjà, ce que ça crée comme effet de boule de neige, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'on va avoir comme emploi généré, n'est-ce pas, et infrastructures créées tout au long du pipeline. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de réalisations qui vont être faites, des réalisations sociales, des réalisations économiques, n'est-ce pas? Et ce pipeline, quand on le réalise et que le Niger commence à exporter, voyez-vous, aujourd'hui, le taux de croissance du Niger est de 6%. Et à l'horizon 2022, donc, au moment où on va mettre l'exploitation en chantier, le Niger va atteindre un taux de 12% de croissance. Donc croissance à 2 chiffres, ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Le Niger, au début donc, de 2011, quand on a commencé l'exploitation du pétrole, en 2018, n'est-ce pas? Le pétrole ne représentait qu'à peu près 4% du PIB du Niger, n'est-ce pas? 19% des recettes fiscales
et 16% des exportations du Niger. Mais quand on va réaliser ce pipeline-là, le Niger va se retrouver avec 24% du PIB. Donc le pétrole exporté va représenter 24%, au-delà donc des 6% que nous avons en 2018, n'est-ce pas? C'est 70% des exportations du Niger. C'est 8 à 12% des emplois salariés. C'est plus de 400 milliards nets de recettes fiscales que l'État va engranger. Je ne sais pas, en 2019, le budget du Niger était de combien de milliards, mais si vous voyez dans cette masse monétaire ou cette masse budgétaire, l'apport extérieur, donc ce que nous attendons des aides extérieures, des crédits de ceci, cela, tourne autour de 400 milliards. Alors maintenant, nous allons avoir ces 400 milliards fraîches, ce qui n'est pas rien. L'hôtel Homeland de Niamey a servi de cadre ce jeudi pour un atelier sur l'enrichissement de la proposition des secteurs de planification au Niger. Il est organisé par le ministère nigérien du Plan pour une durée de 2 jours. Précision avec Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Organisé par le ministère du Plan, le présent atelier d'enrichissement de la proposition des secteurs de planification au Niger vise à enrichir la proposition de définition des secteurs de planification. Occasion pour le secrétaire général du ministère du Plan de souligner l'importance du secteur de planification au Niger. Il me plaît de vous rappeler que le Niger a adopté la stratégie de développement durable et de croissance inclusive SDDCI Niger 2035 le 9 mai 2017. Cette stratégie est opérationnalisée à travers des plans quinquennaux de développement, dont le premier est le plan de développement économique et social PDS 2017-2021, adopté le 29 septembre 2017, pour assurer une harmonie, une bonne cohérence et une efficacité de la mise en œuvre de ces documents de planification stratégique. Il est apparu nécessaire de disposer des cadres stratégiques, notamment des politiques et stratégies sectorielles. La question des secteurs en matière de planification est peu développée au Niger. C'est pourquoi le ministère du Plan s'est engagé dans un processus de définition des secteurs de planification selon une démarche participative et inclusive. À cet effet, un comité ad hoc restreint a été mis en place et est parvenu à produire un premier document préliminaire. Cet atelier sera enrichi par plusieurs communications et des échanges sur plusieurs thématiques, dont notamment l'élaboration des cadres stratégiques sectoriels, la classification fonctionnelle de l'UMOA, des expériences d'autres pays en matière de définition des secteurs de planification, la proposition de définition des secteurs de planification au Niger. Je vous invite par conséquent à suivre avec toute l'attention requise les communications que vous auront faites et vous invite à examiner minutieusement et sans complaisance les propositions soumises à votre appréciation à travers des débats francs et constructifs. Notons enfin que des résultats probants sont attendus au sortir de cet atelier d'enrichissement de la proposition des secteurs de planification au Niger pendant les 2 jours qui durera cette rencontre. Les différents acteurs de l'école publique donc, du département de Djindjou et dans la région de Dosso ont été récompensés pour leur contribution aux écoles de la zone. Des témoignages de satisfaction leur ont été décernés par la fédération COGES du département en guise de reconnaissance. Parmi ces récipiendaires, un directeur d'une école qui a rehaussé le taux de réussite des euros à près de 100%. Précision avec notre confrère de Bonferré, Yorebrem. Une cérémonie sobre à quelques 300 km de Niamey, à Djindjou, région de Dosso précisément. Une sobriété vite émoussée par la présence des autorités politiques, locales, coutumières et bien sûr celle d'Ibrahim Gadou. Ici, on célèbre l'école et ses brillants acteurs. Sont distingués 3 directeurs d'établissement dont Abdurrahman Hassan du CEG de Zabori, une école qui faisait 0% au BEPC. En 2019, cette école a eu 17 admis sur les 18 candidats présentés
soit 94% de réussite. D'où ces témoignages de satisfaction à son nouveau directeur. Le directeur départemental des enseignements secondaires reçoit son témoignage de satisfaction pour les formidables résultats enregistrés. 3 filles élèves, premières de leur classe, ont aussi reçu des enveloppes pour encourager la scolarisation de la jeune fille. Et enfin, l'incontournable Djundjoulé Ibrahim Gado est également célébré pour ses multiples et multiformes œuvres bienfaitrices. Préfet, maire, chef de canton, hauts fonctionnaires, parents d'élèves, tous sont d'accord sur une chose. Ibrahim Gado est à la hauteur de sa distinction. Sincèrement, moi en tant qu'autorité ici, je suis satisfait de ce qu'il est en train de faire pour le développement de son département. Donc il mérite ce témoignage de satisfaction. Il le mérite bel et bien. Ibrahim fait partie des gens qui ont pensé au développement économique et social de son département. Donc il mérite ce témoignage de satisfaction. S'il y a quelqu'un, si c'est un seul à qui on doit décerner ce témoignage, moi j'allais dire que c'est Ibrahim qu'on doit décerner ce témoignage. Les 44 candidats du département de Djundju au bac 2019 couraient le risque évident de ne pas pouvoir se présenter aux examens faute de moyens pour se rendre à Gaïa à quelques 81 km. Et lorsqu'on a évalué la prise en charge des candidats au bac à raison de 444 000 francs, on a fait une AG pour informer les parents que voilà le problème qui se pose. Alors ces parents-là ont dit que vraiment ils n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants. On était dépassés, on n'avait pas les moyens. Heureusement, le bon samaritain est encore là. On était inquiets, sérieusement inquiets. On a touché Ibrahim. Immédiatement, automatiquement, il nous a répondu que ce n'est pas un problème. Préparer les enfants, c'est le sauveteur, c'est lui qui nous a permis vraiment d'aller organiser le bac l'année dernière. Et grâce à lui, vous avez entendu le résultat que nous avons obtenu. Dire qu'Ibrahim Gado a la bienfaisance dans le sang n'est pas exagéré du tout. Alors qu'on le célèbre pour les actions passées, il n'a pu s'empêcher d'octroyer des enveloppes consistantes aux enseignants et élèves pour davantage les encourager au-delà des témoignages de satisfaction. Retour ici à Niamey pour parler de la cérémonie ce matin de vernissage à l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH d'un nouveau livre, Le Roi des Cons, un ouvrage écrit par Idi Nuhu sous l'édition de Gallimard. Le point avec Ali Cissé Ibrahim et Halidou Bourema. Je découvre donc dans Le Roi des Cons un auteur moins exigeant vis-à-vis de ses lecteurs. Le champ de la littérature nigérienne s'est enrichi avec l'arrivée d'un nouveau roman qui porte le titre Le Roi des Cons. Cet ouvrage, qui est édité par la maison d'édition Gallimard, a été écrit par notre compatriote Idi Nuhu. Idi Nuhu a plusieurs cordes à son arc car après avoir fait des études en lettres modernes, il est devenu par la suite écrivain, journaliste, scénariste et réalisateur. La publication du roman Le Roi des Cons est un événement pour les amoureux de la lecture dans un contexte actuel où beaucoup de Nigériens fuient les livres. Idi Nuhu explique le contenu de son ouvrage et les raisons qui l'ont poussé à lui donner comme titre Le Roi des Cons. Le Roi des Cons, mon roman, relate l'histoire d'un homme qui subit un mariage forcé et qui est tiraillé par deux femmes. Sa propre femme qui lui court après et la femme qu'il aime après laquelle il court. Donc toute l'histoire du roman tourne autour de cette relation-là à trois. Et donc pourquoi le titre Le Roi des Cons? C'est juste que ce personnage-là tire lui-même la conclusion quand il se rend compte qu'il a laissé la femme qu'il aimait, qu'il pensait aimer, et puis il a perdu sa propre femme vers laquelle il s'était retourné. Donc, voilà. Donc, en ce sens,
il ressemble aux humains, à tous les humains que nous sommes, qui poursuivons des chimères alors que nous avons la chance d'avoir quelque chose de beau entre les mains. Nous ne saisissons jamais les chances que nous avons, ou presque jamais les chances que nous avons entre les mains. Nous poursuivons toujours des choses qu'on n'a pas. Et en ce sens, nous sommes donc tous des rois de cons. Pour sa part, le professeur Amadou Seybou a, dans son intervention à l'occasion du vernissage du livre intitulé Le roi des cons, relevé le caractère accessible de l'écriture adoptée par l'auteur. Je découvre donc dans Le Roi des cons un auteur moins exigeant vis-à-vis de ses lecteurs, plus tolérant, je vais dire, plus accessible. Je me rappelle ce que disait Feu Soni Laboutansi à un journaliste qui lui demandait « Mais pourquoi ton écriture est difficile d'accès ?» Il dit « Ah oui, j'ai sué pour écrire, le lecteur doit suer pour me comprendre. » Alors, sans doute que, peut-être que les rencontres de la vie et l'écoute de cette vie qu'exige l'écriture des scénarios, à laquelle Idi se donne depuis quelques années, ne sont pas étrangères à l'inflexion scripturaire que je constate dans ce roman. L'écriture de Idi ne perd rien de sa superbe. Afin que les curieux qui désireront lire Le Roi des cons ne se méprennent pas, Idi Nuhu n'est pas le roi des cons. Seulement tout au long des 118 pages du roman divisé en 38 petits chapitres, les lecteurs découvriront le personnage central qui est Abdou, qui finira par se dire qu'il est le roi des cons à l'issue de plusieurs épreuves. Du sport dans ce journal-là, le sélectionneur national de l'équipe du Niger de football, MENA, l'Ivoirien François Zawi, a rendu sa démission. Joint au téléphone ce jour par Ibrahima Tikere, Zawi explique les raisons de cette décision. On l'écoute. J'étais vraiment très honoré, très fier de faire partie de cette grande famille du MENA. J'ai senti de l'adoption et du soutien de tous les gens, tous les supporters et même des joueurs et l'adhésion de tous. Effectivement, avant de postuler avec l'équipe de Guinée, j'ai pris le temps de la réflexion, j'ai appelé le colonel, j'ai informé le colonel qu'il était maintenant pour moi, il était temps. Après ces 4 années, pour le nouveau challenge qui commençait, qu'il fallait maintenant passer le relais à quelqu'un d'autre et il fallait que je voie quelque chose d'autre. Donc c'est des raisons personnelles qui m'ont... Raisons personnelles. Je pars du MENA sans rancune, sans être fâché avec personne. C'est juste une décision personnelle et un nouveau défi que je me suis fixé. Après 4 années, je dis bon voilà, je vais essayer de voir autre chose. Mais sinon, il n'y a rien de précis qui a motivé cette décision. C'est une décision personnelle. J'avais prévenu le colonel que j'allais postuler en Guinée. Donc après la Guinée, j'ai fait une conférence de presse pour expliquer aussi effectivement ce désir que j'avais de venir à un nouveau challenge. Je n'allais pas dire malheureusement, mais l'idée c'était été choisie. Donc après son élection, j'ai félicité, j'ai fait une conférence de presse en Guinée. Et malheureusement, le deuil m'a emmené en Côte d'Ivoire. Donc les journalistes ivoiriens qui voulaient savoir ma situation, il fallait que j'éclaircisse de certains points. C'est ainsi que j'ai été amené à répondre à la question. Et avec le MENA, comment ça se fait que vous avez postulé en Guinée? Et donc j'ai expliqué qu'effectivement, de ce jour, je n'étais plus l'entraîneur du MENA parce que j'avais expliqué que je voulais suivre un autre challenge et que j'ai passé d'excellents moments là-bas et qu'il n'y avait pas vraiment de problème particulier. Et selon beaucoup d'observateurs du football nigérien, cette décision que vous avez prise est due peut-être à un manque de résultats. Vous êtes à la tête de l'équipe nationale du MENA depuis quelques années. Des objectifs vous ont été assignés et apparemment ces objectifs n'ont pas été atteints. Est-ce que c'est cela qui a provoqué votre démission à la tête du MENA? Oui, le colonel a toujours informé la presse et même l'opinion publique que c'est que je n'avais pas de contrat et que c'est parce qu'il y avait un esprit de confiance que j'entraînais le MENA. C'est vrai que comme tous les entraîneurs, on a des objectifs, hein, mais je veux dire que ce n'est pas seulement le résultat, il y a aussi l'état d'esprit de l'équipe, il y a aussi la manière de jouer, il y a aussi l'intégration, il y a aussi la construction. Maintenant, ça dépend dans quel angle on veut, mais je vous ai dit d'abord que c'était des raisons personnelles. Zawi, 4 ans à la tête de l'équipe nationale du Niger, le MENA. Alors, avec un peu de recul,
est-ce que vous avez quand même des conseils à donner à votre successeur à la tête de la barre technique du MENA? Il faut vraiment faire confiance à la personne qui va venir, et je pense que même déjà les entraîneurs locaux ont beaucoup de qualités, beaucoup de capacités, beaucoup de connaissances de terrain. Et donc il faut vraiment travailler en adhésion avec tout le monde, avec le ministère, avec la fédération. Voilà, encore du sport, c'est pour parler de la cérémonie de clôture de la formation initiale à l'arbitrage organisée par la Fédération nigérienne de football à FENIFOOT. Et cette promotion est baptisée promotion Lucien Ousmane Bouchardo. C'était hier, mercredi, au siège de la Fédération nigérienne de football. Le point avec Abdourazak Hamidou Léo. Cette cérémonie consacre la clôture de la formation initiale à l'arbitrage organisée par la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Ils étaient 132 jeunes à avoir pris part à cette formation sur plusieurs jours, dénommée Promotion Lucien Ousmane Bouchardo. Monsieur le président de la FENIFOOT, cette promotion qui porte le nom de notre ancien doyen en arbitrage, monsieur Lucien Ousmane Bouchardo, dont nous avons convié ses enfants, ces deux fils-là, a été, comme je dirais tout à l'heure, votre œuvre, l'œuvre du bureau exécutif, qui nous a permis de garder le nom de cette promotion à son nom, pour immortaliser une fois encore l'œuvre dont il a fait preuve tout au long de sa carrière, où il a porté les couleurs nationales à un très haut niveau. Au nom de tous les arbitres stagiaires, nous tenons à vraiment remercier la Fédération nigérienne de football qui a eu l'immense honneur d'organiser cette formation à l'endroit de nous jeunes. Vraiment, nous tenons à leur remercier. Et aussi à remercier la commission centrale des arbitres, et aussi qui ont œuvré inlassablement pour la réussite de cette formation-là. Sans oublier nos encadreurs. Vraiment là où nous portons notre profonde gratitude à nos encadreurs. Vraiment, merci, merci. Occasion saisie par le président de la FENIFOOT pour conseiller ces jeunes et leur rappeler la lourde tâche qui est la leur en portant un nom aussi prestigieux. On forme chaque année des arbitres. Un an après, tout le monde disparaît. J'espère que ça ne sera pas votre cas. On vous forme, il faut rester pour faire ce travail-là, il faut rester pour faire carrière. L'arbitrage là, n'allez pas rêver, ça va être difficile au début, c'est comme le football, c'est comme tout métier. L'apprentissage va être difficile, mais il faut que vous le fassiez. Ne cherchez pas du jour au lendemain à rêver pour être au sommet. Commencez par la base. Il y a les TGV, j'ai instruit la commission centrale de reformer ces trucs-là et de mettre un cadre formel pour que les TGV même, personne qui n'ait un diplôme de la fédération n'aille siffler sur ces compétitions-là. Vous avez une lourde responsabilité, votre promotion, parce qu'on a eu l'idée de vous mettre comme parrain, comme en tout cas votre promotion porte le nom de Lucien Bouchardo. Tout le monde sait qui a été ce monsieur-là. C'est le seul Nigérien qui a porté haut le flambeau en tout cas de l'arbitrage nigérien, puisqu'il a sifflé une Coupe du Monde. Voilà, ayant sifflé, comme tout le monde le sait, pendant la Coupe du Monde 98 en France. Donc, on vous a mis la barre haute, comme on dit. Des cadeaux et autres distinctions et des attestations de fin de stage ont été remis à ces jeunes stagiaires et parmi eux, les plus méritants, avant de poser pour la photo de famille. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.